Bonjour à tous, si vous arrivez ici par hasard, je suis Karen Carville, auteure hybride mais pas mutante pour autant. Ici je partage mon expérience de l'écriture de façon professionnelle mais sans me prendre au sérieux. Astuces d'écriture, humour d'écrivain, attention parfois ça pique un peu. Bonne humeur et défi déjanté, si cette chaîne est encore petite on s'y amuse bien. Pour les habitués, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, bisous bye. Ouais je sais, au début ça surprend. Bienvenue dans cette review livresque du mois de juin. Dans cette vidéo en deux parties, je vais d'abord vous présenter les livres que j'ai achetés au mois de juin, puis je vais vous donner un avis sur ceux que j'ai lus au mois de juin. Dans les livres que j'ai achetés, eh bien je vous en parle sommairement, dans ceux que j'ai lus, c'est un petit peu plus argumenté. On commence par les livres que j'ai achetés au mois de juin. Alors comme d'habitude, je prends mon carnet de lecture et je vais commencer par sortir les livres que j'ai achetés au mois de juin. Quand je regarde, il y a pas mal quand même de mangas, de manhwa, mais il y a aussi des romans. Je vous présente ça tout de suite. Il serait peut-être temps de se calmer un peu sur le mois de juillet, voire faire un no-buy, on verra. Au mois de juin, j'ai acheté le tome 1 de A Sign of Affection. Pourquoi? Parce que mon fils m'a mis sur l'animé. Je te déteste. Et en fait, c'est trop beau, c'est trop mignon, ça me plaît beaucoup. Et je me suis dit, je vais me le prendre en manga pour faire durer un petit peu le plaisir. Je me suis pris le tome 9 de Arc Demon's Dilemma. On est sur du shoujo, on est sur un truc super gentillet. Oui, il y a des démons, il y a même un archi-démon, mais regardez comme il est choupinet. C'est ma petite série cucul à praline, on va dire, du moment. C'est chouette, c'est de la fantaisie. Et le pitch, je vous le rappelle, c'est comment dire à sa femme elfe qu'on l'aime quand on est un archi-démon. Ils sont trognants tous les deux. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont en train de construire petit à petit une famille. Mais j'en ai encore quelques-uns à lire, voilà, avant d'attaquer le tome 9, mais le tome 9 étant sorti, il fallait absolument que je le prenne. Ça, c'est un achat pas bien du tout. J'ai acheté le tome 2 de Hallmark. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais en fait, je craque complètement sur les illustrations, je craque sur les personnages. Donc oui, je n'ai pas encore lu le tome 1, mais j'ai déjà pris le tome 2. Ça, c'est rare quand ça arrive chez moi. On passe maintenant au manhwa, c'est-à-dire aux webtoons qui ne sont plus en numérique, mais qui sont maintenant distribués en version papier. Le premier que j'ai pris, c'est The Dread of the Soul Station. C'est une collection que je suis. Là, j'en suis au numéro 6. Donc forcément, il est sorti, je l'ai pris, je vais le lire, je vous en parle plus tard. Et puis, j'ai été chercher le tome 2 de Dimensional Mercenary. C'est une collection que j'ai commencé le mois dernier, qui me plaît bien. Je trouve le pitch assez sympa. Ça change un petit peu. Alors pas complètement, hein, on est encore sur, je vais pas dire du solo leveling, enfin bon voilà, on est dans ce type de manga isekai, etc. Mais celui-là est assez sympa avec le côté médiéval, moyenâgeux et le fait de prendre la place de quelqu'un d'autre en revenant dans le passé. Je vais lire le tome 2 pour voir si le pitch continue de me séduire. Et puis, étant donné que j'avais fini une autre série un peu cucul à praline, je me suis pris Father, I Don't Want This Marriage. Adrien, si tu passes par là, tais-toi. Et je vous en parle bientôt parce que je l'ai lu, donc je vais pouvoir vous en parler dans la deuxième partie. On passe maintenant à mes achats de romans. Alors bon, bah oui, forcément, le tome 4 est sorti, j'ai été l'acheter. Vous savez que j'ai apprécié le 2 et le 3, beaucoup moins le 1, mais du coup vu que j'étais sur la lancée, je me suis dit que on allait terminer la season de Morgane Moncomble et j'ai pris donc un été pour te retrouver. Totalement influencée par une partie de ma communauté, oui je sais c'est moche, j'ai été chercher Le Faucheur de sorcières, très beau livre, bon je l'ai pris en relié, je craque sur les reliés en ce moment. Je vais voir un petit peu de quoi ça parle. Visiblement aujourd'hui c'est le jour de la collecte. À chaque lune d'automne, le faucheur de sorcières se rend dans notre vallée et emporte l'une d'entre nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de givre. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu le jour de la collecte. Mais moi, Rena Bloodgood, son sang est bon en fait. Bon bref. Mais moi, Rena Bloodgood, je n'ai pas peur de lui. J'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignoré. Une erreur qui va lui coûter cher. Rena ne rêve que d'une chose, se venger du roi du givre et du faucheur qui lui ont enlevé sa sœur. Bien décidée à réaliser sa mission sanglante le jour de la collecte, elle ne se doute pas qu'une menace plus inquiétante encore va embraser son univers. Sorti des cendres, le faucheur, Alexius Thibault, se dresse devant elle. L'homme qu'elle a juré de tuer devient le seul capable de sauver sa sœur. Propulsée dans un mythe de feu, de glace et de dieux antiques, Rena doit renoncer à sa vengeance pour aider le faucheur de sorcières à sauver le roi du givre, sous peine de laisser leur empire et sa sœur tomber aux mains de l'ennemi. Mais quand la limite entre le bien et le mal se brouille, Rena a plus à perdre qu'elle ne l'imagine. Bon, on est sur de la romantésie de toute façon, hein, Lost Kingdom, j'ai bien compris que voilà. Mais je le tente.
Je le tente, on va voir, j'espère que c'est pas trop nuche. Dans la romantaisie, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu les deux côtés. Il y a le côté un duel avec le Seigneur Vampire, hein, je vous avais fait un vlog and spoil, donc vous connaissez mon avis là-dessus, où il y a beaucoup trop de romance et on passe trop à côté de l'univers que ça aurait pu être. Et puis il y a le côté le serpent et le descendant de la nuit qui pour moi avait plutôt bien matché. Donc on va voir celui-là dans lequel il se range. J'ai trouvé celui-là aussi au magasin, j'en avais pas entendu parler, Un thé avant la tempête. Je trouve le pitch assez sympa. On est entre vampire, salon de thé et enquête. J'ai vu une chronique dessus où la lectrice n'était pas forcément totalement emballée parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de vampires. Après, je ne sais pas. Je vous lis un petit peu la 4e, vous allez voir. Pourquoi sauver le monde quand on peut savourer un bon thé? Avec ses cheveux mauves et son tailleur sur mesure, Artie Casimir n'est pas que la propriétaire du Spindrift, le prestigieux salon de thé de White Roaring. À la nuit tombée, elle devient la géante d'un bar à sang illégal où vampires et secrets se mélangent. Lorsque l'entreprise de sa vie se voit menacée par un mystérieux souverain masqué d'Ethénia, Artie n'a plus qu'un seul mot en tête, la vengeance. Mais elle n'y arrivera pas toute seule. À la tête d'un groupe de marginaux, criminels et reclus en tout genre, elle prépare le casse ultime. Objectif, pénétrer dans l'Atherium, la haute société des vampires, et y récupérer un document compromettant. Est-ce qu'on est dans un Ocean's 11 ou est-ce qu'on est dans un truc avec des vampires ou dans un entre-deux, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé le pitch assez intéressant, qui sortait un peu des sentiers battus. Donc je me dis peut-être, et puis moi j'aime bien quand il y a des vampires, donc ce sera peut-être encore un nouvel univers avec les vampires. Donc de ce côté-là j'aime bien à lire. Et puis le dernier roman que j'ai été chercher ce mois-ci, je pense que bon, ce sera pas une grosse surprise pour vous. Hein, Iron Flame, bah oui, forcément, vu que j'ai lu le premier Force Wing, je vais lire le tome 2 Iron Flame. Il paraît que la maquette est merdique. Voilà, il paraît qu'ils ont voulu faire tenir sur le même volume de pages un nombre de mots bien supérieur et que donc la maquette est merdissimale pour la lecture. On va voir, je vous dirai, pour l'instant vous voyez il est emballé, je suis pas encore prête à le lire parce que je suis en train de lire autre chose. Je suis en train de vous préparer un vlog and spoil sur Dark Skies, le tome 2 de Dark Shores. Donc ça sera pour un peu plus tard. Et maintenant je vais vous parler des livres que j'ai lus ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai lu au mois de juin? Bah, j'ai pas mal lu. Alors, sans doute parce qu'au début juin, il y avait l'assaut littéraire qui est un challenge, un défi littéraire que je mets en place avec ma communauté 3 fois par an pour l'instant. Le prochain sera en octobre avec des inscriptions en septembre et qui nous pousse forcément à lire plus que d'habitude. Et je vais pouvoir vous présenter 3 romans, 3 manhwas et un manga. Je vais commencer par le manga parce que je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. A Sign of Affection, voilà. J'ai découvert donc ce manga par l'animé tout d'abord et puis je l'ai trouvé vraiment très chou, très doux, très mimi. C'est vraiment une très belle histoire. Les personnages sont forcément très attachants et assez atypiques. Alors elle d'une part parce qu'elle n'entend pas et lui qui s'intéresse à elle. Et on se demande au départ pourquoi. Elle le touche, hein, visiblement. Il est un peu ému de sa présence. Il est très attiré par elle. On ne sait pas au départ si c'est de la simple curiosité ou autre chose. Et en fait, non, c'est des vrais sentiments qui sont en train de se développer. C'est vraiment une très très belle histoire. À tel point que bah, j'ai été chercher le tome 2 de manière à voir un petit peu ce que ça donnait. Donc franchement, je suis convaincue par l'histoire. J'ai arrêté de regarder l'animé pour me laisser le temps de rattraper pour l'instant avec les mangas. Et c'est vraiment très doux et très chou. Et les personnages sont bien dessinés. Et c'est une belle histoire voilà, d'étudiantes puisqu'ils ont passé leurs années lycée et de jeunes femmes qui se découvrent et qui découvrent les sentiments, etc. Donc non, vraiment, c'est vraiment très chouette. Bon, en manhwa, est-il besoin de vous parler de Solo Leveling 13 qui vient de sortir? On est clairement sur la fin du cycle, les choses se mettent en place, on voit bien les alliances qui se forment, on comprend enfin ce qui se passe ou presque, enfin il y a encore des zones d'ombre, mais bon voilà. Et surtout le héros devient vraiment un dieu sur terre quasiment. Alors c'est un petit peu inquiétant quand même parce que je me pose la question de jusqu'où ça va aller. Pour l'instant il semble rester sain d'esprit, mais vu la puissance quand même qui est la sienne, on peut quand même se poser la question. Et puis surtout il comprend qu'il va forcément affronter des ennemis certainement aussi puissants que lui. Et ça va être un petit peu compliqué peut-être pour la fin. Je sais plus combien il reste de tomes, s'il en reste 1 ou 2 encore à paraître. Mais moi franchement je kiffe toujours autant. Et je pense qu'une fois qu'ils seront tous parus, je me referai la série d'un coup en fait, parce que c'est vraiment très sympa. Et à propos de série, j'ai commencé à regarder l'animé qui est quand même une très bonne retranscription, je trouve, du manhwa. Donc, let's go pour ceux qui connaissent pas, tester l'animé, voyez si l'univers vous plaît, et si ça vous plaît, foncez parce que c'est pépite. On va continuer avec Father, I Don't Want This Marriage. Alors celle-là, elle est très chouette. Elle est chouette parce que
déjà le pitch m'a interpellée en tant qu'autrice. Le pitch c'est prisonnière d'un récit à la fin tragique, elle devra être l'autrice d'une autre destinée. Donc en fait la nana, elle connaît le livre, elle connaît la fin et elle est projetée à la place de l'héroïne, elle prend la place de l'héroïne dans ce récit. Et comme elle connaît la fin et qu'elle sait que ça va très mal se finir, elle va être accusée de meurtre alors qu'elle n'a rien fait, elle change en fait le récit et les choses se mettent en place différemment. Et en se mettant en place différemment, eh bien certains personnages se révèlent, entre autres son père qui dans le récit de base semble extrêmement froid et complètement désintéressé de son sort, on va dire quelque chose comme ça. Et là tout d'un coup elle change, lui s'aperçoit du changement alors qu'elle essaye de le dissimuler à tout prix hein, pour pas se faire prendre. Et en fait elle découvre effectivement que peut-être son père n'est pas forcément l'homme froid qu'elle pensait et surtout que le jeune homme un peu inquiétant, un peu mystérieux qui est à leur côté bah finalement pourrait être une porte de sortie. Alors c'est pour l'instant on est sur du tome 1 donc c'est trop tôt pour savoir vraiment tout ce qui va se passer mais c'est pas mal construit. Je reproche peut-être un tout petit peu le fait que dans la 4e de couverture, il est mis en avant que elle est projetée dans ce monde-là parce qu'elle a lu le livre et qu'elle connaît la fin, etc. Et même si on y fait quelques allusions, j'aurais aimé que ce soit plus marqué. J'aurais aimé peut-être qu'elle s'intègre un peu moins vite dans ce nouveau corps, cette nouvelle vie, même si elle connaît a priori l'univers à travers la lecture. Je me dis, ça aurait pu être un petit peu plus marqué. Mais bon, on est quand même dans les complots, on est quand même dans des trucs bizarres qui se passent. Donc c'est une bonne lecture et le tome 2 est sorti, je l'ai vu en librairie, j'ai résisté, je ne l'ai pas acheté, mais je pense que j'irai le chercher. Dernière découverte en illustré, je vais vous parler de Dimensional Mercenary, ça c'est le tome 1. Et il est plutôt cool ce tome 1. C'est un mec un peu paumé, pas de boulot, tout ça, il a besoin de fric parce que bah, son père, voilà. Je vais pas dire qu'il est aux abonnés absents, mais le pauvre il est un peu dépassé par tout ça. Et puis il a une sœur, et puis voilà. Donc c'est un mec en fait droit dans ses bottes, qui essaye de subvenir aux besoins d'une famille dont le père est clairement dysfonctionnel. Et donc lui il a besoin de fric. Un jour il est contacté pour un boulot et on lui dit bah t'acceptes pas, la somme d'argent est quand même assez importante. Il accepte et il se retrouve propulsé dans une phase de test où il est un mercenaire, voilà, il est dans la peau d'un mercenaire qui ne lui ressemble pas, hein, très clairement il a pris le corps de quelqu'un et il part à la bataille au Moyen-Âge. Et là on se dit mince mais qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Et il finit par rencontrer ses employeurs à la fin de sa première mission qui était un test, mais quand même où ça aurait pu mal tourner, enfin c'était pas tendre hein, du tout. Hein. Et à la fin de cette première mission, bah en fait, la nana qu'il rencontre lui dit clairement, bah a priori tu conviens, est-ce que tu veux parfois remplacer des personnes du passé qui nous payent grassement justement pour ne pas aller faire certaines actions ou au contraire pour aller faire certaines actions à leur place. C'est vraiment très sympa et ça m'intrigue. Du coup, je partirai certainement sur le tome 2, on verra ce que ça donne quoi. Je vais vous parler brièvement d'une énorme pavasse que j'ai lue aussi. Et pavasse, celle-là. Le dernier tome de la série Eragon, donc qui s'appelle L'Héritage, bah, qui est la fin de la saga, avec enfin la confrontation avec Galbatorix, avec enfin on sait ce que devient Murtagh, avec voilà, bah, c'est une clôture de saga comme une autre. C'est très beau, c'est très bien écrit. Il y a des longueurs quand même, on va pas se mentir. On sent que Paolini a eu du mal à lâcher son univers et qu'il serait bien resté encore un petit peu. Les personnages sont tellement géniaux que il n'y a rien à redire. Les batailles sont épiques et extrêmement bien décrites et on est vraiment au cœur du truc, c'est magique. J'ai réussi à verser ma petite larme à la fin parce que la séparation d'Eragon et d'Arya, voilà quoi, la dernière scène elle est waouh. Bon bref, ça a été un vrai plaisir de relire cette série. Mais franchement je me rappelle très bien avoir dévoré les tomes et d'avoir mangé tous les tomes en l'espace de 2 ou 3 semaines. Enfin vraiment ça avait été fantastique. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir repris en audio, hein, puisque vous savez que cette série m'a fait découvrir en fait la lecture audio. Et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter les 4 tomes, 4 fois 800 pages quasiment. Du cycle d'Eragon. Si vous aimez la fantaisie, si vous aimez les dragons, si vous aimez les prophéties, si vous aimez les super personnages, les conflits intérieurs, extérieurs, lisez Eragon. Je crois que je vous l'ai déjà dit ça hein, dans une précédente vidéo. On va finir avec mes 2 pépites du mois. Étonnamment, une romance, Un printemps pour te succomber. J'avais beaucoup aimé déjà L'hiver pour te résister parce que j'avais trouvé que Morgane Moncomble avait vraiment su nous plonger dans l'univers du patinage artistique et aussi dans une certaine forme d'humour, où vraiment il y a des choses qui m'avaient beaucoup fait rire. Je retrouve dans Un printemps pour te succomber l'humour, des personnages qui ont un sacré caractère, voilà, qui se laissent pas faire, et ça je trouve ça vachement bien.
Et ce que je trouve vachement cool aussi, c'est que Morgane Moncomble aborde dans ce livre-là un sujet qui est quand même délicat, enfin 2 sujets délicats. L'un étant le revenge porn, l'autre étant la prostitution. Pas facile de traiter ces sujets, pas facile de mettre des personnages qui peuvent aller à contre-courant de la pensée bien pensante, on va dire, puisque le personnage masculin, en fait, a mis sur pied une application d'escorting. Donc très clairement, en fait, il propose aux gens de payer. Alors, certains se prostituent, d'autres pas. Enfin, après, ça dépend où on met la limite. Hein. Voilà, certains font juste de l'escorte et d'autres vont beaucoup plus loin. Mais voilà, il essaye d'en faire en fait une application safe. Et c'était pas facile, je trouve, et c'était un beau challenge de créer un personnage qui va en fait prôner la prostitution légale, finalement, quelque part. Voilà, c'était pas évident, et c'est un très très beau personnage masculin qui est là, très respectueux des femmes, etc. Enfin, c'est vraiment un personnage complexe et hyper intéressant. Et puis, à côté de ça, on a la fleuriste fauchée, Nolia, issue d'une grande famille, mais qui a décidé, puisqu'elle a eu un enfant dans leur dos, on va dire, en quelque sorte, et que surtout, elle a fui l'homme avec qui elle avait eu cet enfant. La famille lui a tourné le dos, en fait, et lui a coupé les vivres, et elle se retrouve dans une situation financière dramatique. Tous les deux, en fait, disent que, entre lui qui a besoin de redorer son blason de mec sérieux, et elle qui a besoin de fric, eh bien, ils vont se marier. Et elle manquera plus de rien, et lui, il aura une meilleure image. Voilà, on est sur du fake dating, enfin, on est sur un truc comme ça. Et ça marche très très bien. C'est drôle, c'est touchant. Quand on comprend les intrigues familiales des deux côtés, c'est très très chouette. Les personnages secondaires sont très chouettes, aussi bien ceux qu'on déteste que ceux qu'on aime, en fait. Une romance que vous pouvez emmener sur la plage cet été et lire sans aucune difficulté. Un printemps pour te succomber. Et je finis ma review avec ma petite pépite d'amour en mode vampire. Mienne sera la nuit. Alors celle-là, tip top. Pas forcément le truc du siècle, c'est pas forcément un coup de cœur, mais le vampire qui sort un peu des clous et qui nous emmène sur des sentiers qu'on ne connaît pas forcément, c'est vachement intéressant. Déjà, première chose, on part sur une romantaisie, c'est Addictésie, hein, l'éditeur, donc on a compris. Hein. Donc à chaque fois qu'on part sur une romantaisie, j'ai toujours peur qu'il y ait trop de romance, parce que en fait, moi ce que j'aime, c'est les personnages et l'intrigue avant la romance. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on part sur un peu une inversion par rapport à l'habitude, c'est-à-dire que là, le vampire est le personnage féminin. C'est en plus un vampire assez badass, c'est une reine vampire qui a été réveillée d'un très long sommeil. Je veux dire, on rigole pas avec elle. Hein. Enfin, très clairement, elle a des pouvoirs de dingue, elle a une force de dingue, et c'est elle qui crée les vampires. Donc voilà, donc le soleil, machin, t'oublie, hein, rien ne lui fait peur. Il y a quand même une force chez cette nana, physique, hein, je veux dire, qui est quand même au-delà du commun des mortels, et des vampires en règle générale. Et de l'autre côté, eh bien, nous avons un jeune homme qui arrive sur ses 30 ans quand même, donc ça, intéressant aussi, hein, de pas avoir des personnages trop jeunes non plus, très intéressant, qui, lui, est issu d'une longue lignée de sorcières, sauf que, comme je viens de le dire, comme ce sont des sorcières, et ben quand on est homme dans cette lignée-là, on n'est pas intéressant, on fait le bras droit, les petites mains, on fait les missions à la con. Alors, il est devenu druide, histoire d'apprendre quand même des choses, mais il n'a clairement pas les pouvoirs des autres, alors qu'il a un gabarit assez imposant. Enfin, je veux dire, le mec, il peut aller faire videur en boîte de nuit sans problème. Hein. Donc, j'aime bien cette inversion, où c'est la nana qui est forte, le mec plutôt fragile, alors que, psychologiquement, on est peut-être sur de l'inverse. Parce que elle, en fait, a subi une mère absolument abominable qui a tué ses sœurs pour essayer de les transformer en vampires avant finalement de tenter de la tuer elle et que la transformation fonctionne. Donc en fait, une histoire familiale, mais horrible. Cette histoire familiale lui a laissé des traces psychologiques, hein, c'est une évidence. Et lui, qui est le mec, en fait, 5e roue du carrosse, dont personne n'en a à foutre chez lui, qui fait toutes les conneries du monde pour essayer de se faire remarquer, bah oui, comme tout sale gamin qu'on n'aime pas assez, qui, au contraire, va faire preuve d'une certaine force psychologique parce que il n'a pas peur d'elle, tout de suite il comprend qu'il y a un truc à faire, il est prêt à aller à l'encontre des règles de son coven pour que ça fonctionne. Enfin, franchement, psychologiquement, j'ai trouvé les personnages intéressants. Ensuite, il y a l'intrigue. Il y a une chasse aux vampires, faut retrouver la mère, il y a une intrigue, voilà, c'est très très sympa. Je trouve que la romance ne prend pas trop de place, voilà, même si ça gravit gentiment, on est un peu sur du slow burn, mi-slow burn on va dire. C'est pas envahissant tout de suite, donc ça c'est plutôt intéressant.
Et les personnages sont bien construits, donc ça c'est d'autant plus agréable. Donc franchement, Mienne sera la nuit, si vous avez envie de lire un récit avec des vampires qui change un peu de l'ordinaire, on va dire, où c'est pas l'héroïne qui va le trouver trop beau parce qu'il brille de jour. Je n'ai rien contre Twilight, j'aime beaucoup Twilight, mais enfin bon voilà, vous avez compris. Mienne sera la nuit peut être vraiment un récit vraiment sympathique pour vous. Voilà, j'espère que cette nouvelle review livresque vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné envie de lire, vous aura donné envie d'aller vous procurer quelques livres, de les échanger entre vous, de les acheter peut-être. Moi, j'en achète trop en ce moment. Et je vous dis à bientôt, au mois prochain, pour la prochaine review livresque sur cette chaîne. Bisous, bye! Coucou, c'est la Karine du montage vidéo qui vous parle. J'ai oublié un truc. Je voulais faire un petit truc avec vous. Je voulais vous proposer un petit jeu. Je voulais vous proposer en fait de choisir mon prochain vlog and spoil. Donc vous avez le choix entre 3 livres. Vous avez le choix entre Un été pour te retrouver. Et dans ce cas-là, vous marquez le mot romance en commentaire. Vous avez le choix avec Iron Flame. Et dans ce cas-là, vous marquez le mot dragon en commentaire. Ou bien vous avez le choix avec une tempête. Non, un thé avant la tempête. Et dans ce cas, vous marquez le mot vampire en commentaire. Allez, ceci, je vous laisse. Bisous, bye.